Donc Philippe d'Espèce basé au CEA Leti sur Grenoble. Adjoint au département système, donc le Leti c'est plus sur le cœur du réacteur du Leti, c'est plus la microélectronique. On a un département qui est beaucoup plus applicatif. Je vais essayer de pas trop dire de bêtises parce que quand je fais le tour un petit peu des discussions, il y a pas mal de gens qui ont fait leur thèse au CEA, donc je vais peut me challenger par rapport aux technos qu'on peut développer dans la maison. Donc juste quelques mots sur le CEA. Le CEA est connu quand même comme un commissariat à l'énergie atomique, donc c'est plus que ça que la partie nucléaire. Donc on va dire que les deux tiers c'est pour la partie nucléaire, donc avec la DAM qui est plutôt orientée sur les applications de défense, et la DES qui est sur les énergies nucléaires, mais pas que, donc qui intègre aussi les énergies renouvelables, batterie hydrogène, photovoltaïque, etc. etc. La DRF qui est plus en recherche amont, donc la recherche fondamentale, avec les collègues du CNRS et d'autres labos de recherche. Et nous, quand je dis nous, parce que je suis accompagné par Sandra Garel, qui est la locale de l'État, donc sur la PRTT de Nantes, une antenne sur Nantes. On est sur la partie recherche technologique, qui a pour mission donc, de transférer. On a plusieurs bases du CEA qui sont réparties sur le territoire national. Deux gros pôles qui sont à Grenoble. Grenoble, on a à peu près 3-4 000 personnes. À Paris, c'est à peu près un millier de personnes. Et puis après, des antennes régionales, entre 50 et 100 personnes selon les tailles des antennes. Dans une, on a la chance de avoir une à proximité à ici. Au niveau de la DRT, donc notre mission c'est d'accompagner les industriels, c'est ce qui nous avait été donné comme mission à l'époque par le général de Gaulle, donc d'apporter de l'innovation sur le territoire national pour accompagner les industriels, pour porter des nouveaux produits, des nouveaux services sur leur marché, et différencier par rapport aux compétiteurs. Notre mission c'est vraiment de monter ce qu'on appelle la vallée de la mort. Souvent, c'est des produits, on peut avoir des concepts dans les labos de recherche, mais qui n'arrivent jamais à maturité, qu'ils n'ont pas transféré. Donc, c'est passer ces différentes étapes de maturation et les transférer du côté industriel. Donc, le CEA Tech, donc je reviens sur le CEA Tech, donc la recherche technologique, on est à peu près 3500 personnes avec un enjeu de brevets, donc des brevets qu'on dépose à peu près 400 brevets par an. Juste pour information, on a à peu près 40% de brevets qui sont en utilisation et utilisés par les industriels. Donc c'est pas du brevet pour du brevet, c'est vraiment l'objectif d'être utilisé par les industriels, avec un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros et puis pas mal de partenariats industriels chaque année. Donc on adresse l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit le monde du numérique, le monde de l'aéronautique, du transport, qu'il soit ferroviaire, maritime, routier, le monde de la santé, avec tous les enjeux qu'on voit sur la santé, les nouveaux développements technologiques possibles qui sont associés à ces enjeux de santé, notamment regarder les personnes à domicile, etc. Énergie, évidemment, ça c'est pour le cœur du point et c'est le point d'aujourd'hui. Et puis plutôt défense, évidemment, c'est un point fort du CEA aussi avec des enjeux de souveraineté nationale. Donc on a pas mal de travaux qui sont autour de la défense. Donc le LETI, c'est From Lab to Fab. Donc le point du LETI, c'est des salles blanches, qui sont situées à Grenoble avec un peu plus de 11 000 m² de salles blanches, avec 2000 personnes, on est à peu près sur LETI. Avec de capacité de faire du process, des salles blanches, que ce soit pour des nouveaux matériaux, des nouveaux process qu'on transfère dans nos clients, nos partenaires clés sont les gens de la microélectronique, des ST microélectronique, des Infineon, Intel, Samsung, etc., qui sont nos partenaires dans la microélectronique. Il y a des départements plus applicatifs autour des télécoms, autour de la cybersécurité, l'électronique de puissance, sur lesquels on est plus orienté sur ces enjeux-là. Oui. Donc on a une capacité de faire depuis les matériaux de base jusqu'aux services finaux, donc en passant par des ASIC, s'il y a besoin de faire un ASIC pour un besoin spécifique, des capacités de fonderie, de logiciels et d'architecture système dédiés par rapport à des nouvelles applications. Donc, juste pour un mot aussi, pour vous parler de NextGen, l'Europe et d'ailleurs l'ensemble des nations du monde ont pris conscience des enjeux de souveraineté autour de la microélectronique et pourquoi c'était clé d'être un petit peu souverain sur ces thématiques-là. Donc il y a une grosse volonté de l'Europe d'investir et de donner les moyens aux acteurs du territoire de monter en compétence, enfin de monter, de garder, de rester dans la course sur les enjeux de la microélectronique. Donc le CEA Leti,
on est missionné sur la partie next-gen, donc c'est les nœuds FD-SOI, 7 nanomètres, où c'est en gros 70-80% du marché sont adressés par ce type de nœuds technologiques. Typiquement, je vois Eric qui est là pour faire du 7 nanomètres avec des STM32, les microcontrôleurs, la partie puissance, la partie radiofréquence, la partie calcul dans la mémoire. Aujourd'hui, il y a un gros enjeu de consommation. Avec l'IA, il y a eu le sommet IA Summit il y a quelques semaines à Paris. On voit qu'il y a des consommations qui sont juste gigantesques par rapport à ces calculateurs et ces réseaux de neurones. Du coup, on travaille énormément sur comment rendre plus résilient en termes de consommation. Typiquement, on pense sur tout ce qui est gate-all-around et puis tout ce qui est calcul dans la mémoire pour éviter ces transferts de data entre les mémoires et les corps de calcul. Donc ça, on est missionné sur ces enjeux-là. L'IMEC, nos collègues de Bruxelles, sont plus sur les nœuds avancés de 2 nanomètres, 1 nanomètre, etc. Et Fraunhofer plus sur les côtés packaging en Allemagne. Donc c'est des budgets qui sont assez conséquents pour accompagner l'industrie là-dessus. On vient pour la puissance, donc je ne vais pas vous apprendre. Aujourd'hui, il y a un enjeu de réduire l'empreinte CO2, donc électrifier l'électrification au maximum de tout ce qu'on peut, en utilisant des énergies vertes, et puis l'électronique de puissance n'en rien, qui est un point clé pour adresser ces enjeux de conversion d'énergie. Le marché, là je mets un focus, plutôt un zoom sur l'électronique de puissance autour du véhicule électrique. Le véhicule électrique, on sait qu'aujourd'hui c'est un peu difficile, on sent tous les jours dans la presse, les acteurs européens souffrent par rapport à la compétition chinoise, par rapport aussi à l'économie en Europe qui est un peu compliquée en ce moment et qui est plutôt faible. Ceci étant, il y a une lame de fond pour l'électronique de puissance et sur l'électrification des véhicules, et c'est malgré tout grâce à l'adoption du SiC, et je vais Eric encore ici qui a Tesla ou ST Microélectronique typiquement a accompagné Tesla pour l'adoption du SiC il y a quelques années. C'est ce qui a fait le boom et un petit peu l'effet boule de neige pour construire des nouvelles fabs de SiC et puis donner, on va dire, démocratiser l'utilisation de ce type de composants grand gap qui à l'époque tournaient dans les labos sur des marchés niches mais qui n'étaient pas déployés à grande échelle. Donc c'est l'adoption du SiC dans le véhicule qui a fait qu'on a ces composants grand gap. C'est 11 milliards de dollars finalement, ça sera en 2029 qui sont projetés, mais les chiffres sont plus ou moins bons, et on en a la moitié qui seront sur des modules SiC. Et on parlait tout à l'heure packaging, etc. On va y venir, donc la moitié, c'est des modules de puissance pour les convertisseurs, notamment pour les onduleurs, à partir de modules SiC. Donc les acteurs, on a la chance d'avoir en Europe des acteurs qui sont clés, Infineon, ST, et puis d'autres à travers la planète sur les modules, notamment au Japon. On a pas mal d'acteurs au Japon qui sont sur des fabs de SiC et de GaN, et aussi en Chine, on verra que plus tard. L'électronique de puissance, on le sait, on voit qu'il y a des points à la fois géopolitiques, économiques, qui font que les acteurs du monde de la microélectronique doivent s'associer avec d'autres, soit en montant des fabs sur le territoire, pour pas les citer, en Chine, ou alors essayer de trouver une alternative par rapport à la dépendance chinoise, c'est-à-dire monter une fab sur un territoire typiquement au Vietnam ou ailleurs pour justement s'affranchir de cette dépendance complète, ou au contraire s'associer avec des acteurs locaux en Chine pour adresser ce marché-là. Donc on a vu le gros buzz qu'il y a eu il y a quand même 2 ans, Infineon qui avait racheté GaN Systems pour 800 millions d'euros, c'est quand même pas une paille. Renesas qui avait racheté Transform pour 300 millions, et puis d'autres accords divers et variés entre les différents acteurs du camp du digital et de la puissance. Au-delà du véhicule électrique, on voit des business diversification, et on voit aujourd'hui un gros boom de l'IA, donc des consommations sur les data centers qui deviennent juste gigantesques. Et du coup, il y a des gros enjeux d'alimentation de ces applications qui peuvent se faire un petit peu plus tard. Donc c'est un moyen aussi de se diversifier par rapport à l'électronique de puissance et aux alimentations. Donc au niveau technologie, donc aujourd'hui, ça c'est un slide qui date un peu mais qui reste encore vrai. Aujourd'hui le GaN il est énormément utilisé dans le monde du consumer, donc tout ce qui est inférieur à 600 volts. Donc pour toutes les conversions de puissance 200 ou 380 triphasés vers des alimentations
typiquement pour les PC, les téléphones portables, tout le consumer, on va dire de manière générale, avec un marché qui est tendu, hein, qui est un marché qui, on ne peut pas parler de bain de sang, mais pas loin. C'est des marchés qui sont compliqués, mais où le GaN est très pertinent par rapport à ça, avec la montée en fréquence, la capacité donc, de réduire la taille du convertisseur. Et sur la partie plus haute tension, on reste sur du SiC aujourd'hui la majorité, même s'il y a des fabricants automobiles qui commencent à adopter du GaN pour les convertisseurs, notamment pour le chargeur embarqué. Donc je ne vais pas y revenir. Donc on a sur le Leti donc une capacité donc à faire du packaging, des modules de puissance, les technos, donc tout ce qu'on appelle le hybrid bonding, donc de conjuguer différentes technos dans un même boîtier, différentes technologies et différentes technologies, que ce soit RF, puissance, contrôleur, etc. à l'intérieur notamment le hybrid bonding est venu au départ par les imageurs. On avait les imageurs, il fallait faire le pilotage et le contrôle numérique des imageurs directement sur les mêmes puces, dans un même boîtier. Donc c'est ce qui a fait qu'on collait des puces, quelque part, le capteur d'image avec tout ce qui était calcul en face arrière, sur deux plaquettes différentes. Et ça, on utilise ce type de technologie pour tout ce qui est électronique de puissance, et puis après sur tous les modules, on a tout ce qui est mémoire embarquée, le POP, etc. Il y a plein de choses qui se passent autour de la cohésion et la juxtaposition de différentes technologies dans ce boîtier. Donc au niveau de SiC, ça c'est les roadmaps. C'est une roadmap qu'on a au Leti, mais qui donne un peu une tendance de fond aussi de ce qui va se passer dans l'industrie. Donc sur le SiC aujourd'hui, la grosse difficulté du SiC et le challenge, le verrou du SiC qui a empêché à l'époque sa démocratisation, c'est que c'était du carbure-silicium, donc du carbone. Donc vous pensez aux mèches qu'on utilise en carbure, qui sont très dures et qui sont donc dures, difficiles à travailler. Il faut monter à 6000 degrés pour faire les lingots de carbure. Et du coup, ça revenait, c'est des matériaux qui venaient chers, et du coup, c'est pour ça que c'est pas déployé à grande échelle. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de passer du 150 mm à 200 mm sur des plaquettes pour démocratiser et pour donner plus de capacité à la fabrication des SiC. Il y a le Smart SiC aussi, donc c'est éviter d'utiliser pour parler avec les mains. C'est des technologies qu'on a déployées avec pas mal de brevets au CEA et avec nos collègues de Soitec pour au lieu d'utiliser complètement le substrat complet en SiC, c'est faire des principes de collage-décollage et utiliser juste une lame inférieure de quelques micromètres qui va être la base du substrat qui va être reporté sur une plaquette silicium de base. Donc il y a les planards, les MOSFET planaires pour du SiC qui sera utilisé avec du Smart Cut en l'occurrence, et puis des modèles plus verticaux. Ça fait penser un petit peu au FinFET de Intel, mais là c'est des trench, c'est ce qu'on appelle le trench, donc c'est pour faire une coupure verticale au lieu que ça soit latérale. Donc après chacun a sa politique, hein, les industriels ST, Affinon, ROM, etc. adoptent plus ou moins certaines technologies par rapport à ses avantages et inconvénients. Ce qui compte à la fin pour les industriels, c'est que ça tienne les 1200 volts et que ça ait des bonnes capacités de RDS-on. Quand on parle de RDS-on, donc c'est la résistance ohmique par millimètre carré. Donc finalement le coût qui est reflété par plus je vais tartiner, plus ça va prendre la place, mais plus ça va coûter cher. Pour faire simple. Et ensuite, tout ce qui est 3D MOSFET, donc là c'est des nouvelles générations pour monter encore plus haut en fréquence. L'idée c'est d'avoir une capacité d'avoir du SiC qui a une capacité de monter aussi en fréquence comme les GaN. Et puis la partie du haut qui est assez nouvelle, c'est développer des thyristors sur des substrats SiC, du carbure de silicium, pour justement prendre les propriétés du SiC pour monter en fréquence à nouveau et tenir des tensions très élevées pour des applications ferroviaires, typiquement pour les convertisseurs dans les ferroviaires ou dans les avions, mais aussi dans le militaire. Il y a des enjeux de tenue jusqu'à 10 000 watts. Là, on a une épitaxie très épaisse, on monte jusqu'à 160 micromètres d'épitaxie, alors sur le bord, on est plutôt sur 10. Le GaN, il y a 3 gros volets sur le GaN. Ce qu'on appelle la partie basse, qui est Smart GaN, toujours à partir de rouler à nouveau, jouer sur le Smart Cut GaN. Donc c'est de nouveaux substrats qu'ils vont utiliser, qui ont une capacité, avec de nouveaux matériaux, d'être très bons conducteurs thermiques et bons isolants électriques. Et puis monter donc jusqu'à une capacité de 1200 volts
donc avec ce qu'on appelle le vertical GAN. Donc ça, c'est la route du bas. Aujourd'hui, le GAN, par rapport au SIC, c'est que le GAN, lui, enfin, peut-être que tout le monde le sait, mais j'enfonce des portes ouvertes, mais le GAN, il a l'avantage donc d'être très compétitif en coût parce qu'il utilise les assets du semi-conducteur classique. Donc une fab chez ST Microelectronics, chez Infineon, etc., pour fabriquer du GAN, réutiliser des assets assez standards des usines pour fabriquer, donc c'était ce qu'on appelle du latéral GAN, qui finalement coûte, il n'y a pas de raison que ce soit, en tout cas sur le papier, après je ne sais pas le prix de vente avec Rick, mais en tout cas sur le papier, il n'y a pas de raison que ce soit un facteur 2 ou 3 par rapport à une fab standard de silicium de base. Donc c'est ce qui fait que le GAN latéral a ses heures de gloire, et notamment dans le consumer. Et ensuite on travaille sur le smart GAN. Alors, un point fort aussi sur lequel on est en train de poser pas mal de brevets, etc., c'est sur ce qu'on appelle le GAN multicanal. Aujourd'hui, pour faire simple, entre le source et le drain, on a un canal unique qui va conduire les électrons. Et l'avantage de faire du multicanal, c'est qu'on a une RDSON par millimètre carré qui va être réduite par 10. Donc ça, c'est le fait de multiplier le nombre de canaux. C'est plus efficace, alors, ne me demandez pas pourquoi, mais plus efficace d'avoir un multicanal que d'être un câble simple. Par contre, ça paraît simple sur le papier, mais il y a quand même pas mal de boulot encore, ce qui nous porte jusqu'à 3-4 ans encore d'ici là. Et puis la partie haute, pour le monde du GAN, c'est de dire finalement, le GAN, quand on veut le mettre en parallèle, quand on veut piloter un contrôleur, un convertisseur de puissance pour un téléphone, etc., ça reste un animal quand même qui est compliqué à piloter, parce qu'il a un DV sur DT qui est juste énorme quand on veut le commander. Donc c'est d'intégrer, d'arriver vers des approches monolithiques, c'est-à-dire intégrer la partie driver à l'intérieur du GAN, mais pas sur un système package, mais sur du point monolithique, donc sur une impulse. Donc c'est l'enjeu du haut, avec du coup ça signifie qu'il faut arriver à faire un PMOS. Au niveau de la conversion de puissance, donc on a des travaux qui travaillent sur différents aspects, donc sur les matériaux, j'en ai parlé, les matériaux de la microélectronique, mais les matériaux aussi du passif. On a des accords avec de nombreux acteurs qui font des composants passifs, des coils, des CAPA, etc. Parce que c'est pas le tout de pouvoir monter en fréquence typiquement avec des fréquences de coupure sur le GAN. Si les passifs n'arrivent pas à accompagner la montée en fréquence, ça ne marchera pas. Donc des transformateurs, typiquement de développer des transformateurs et des matériaux spécifiques pour que les ferrites ne saturent pas quand on monte au-delà d'un MHz. Donc ça c'est le point, donc, pour réduire à nouveau la taille sur ces points-là. Les enjeux autour de la puissance, il y en a d'autres, c'est pas exhaustif ici. Il y a tout évidemment le forte tension, fort puissance, etc. Le coût, vous êtes tous confrontés tous les jours au coût et le challenge qu'on a sur ces points-là. Tout ce qui est rayonnement électromagnétique, comment je fais que, parce que c'est pas le tout monter en fréquence, mais si à la fin je dois doubler mes filtres, voire les tripler, on n'a rien gagné sur le système dans son ensemble. Donc on travaille sur les filtres actifs. On vient finalement piétiner un petit peu sur le monde de l'ARF, de la radiofréquence. Et du coup, on travaille sur ces aspects-là antennaires, comment je rayonne et comment je fais l'adaptation des filtres autour de ces rayonnements électromagnétiques. La réparabilité, qui est un enjeu aussi. Alors, c'est de la réparabilité, c'est pareil, on peut dire ce serait génial tout réparer, tout changer, tout pouvoir démonter, mais par contre, il faut faire la CV globale. Donc, qu'est-ce que ça implique finalement, qu'est-ce que ça impacte d'avoir un truc modulaire par rapport à une solution unique? Est-ce qu'il vaut mieux faire un truc qui est réparable, mais qui finalement va peut-être plus tomber en panne in fine, parce que je vais rajouter des connecteurs, je vais rajouter pas mal de points faibles finalement, ou un système unique? Ça va dépendre aussi des applicatifs. Là, on a ces outils qu'on a développés à la maison pour calculer un peu tout ça. Et puis effectivement, l'industrialisation, les points géopolitiques, je crois qu'on est parti cet après-midi aussi. Donc ça c'est un exemple pour ce qu'on a mis en place pour développer un module de puissance. Donc tout ce qui est simulation multiphysique, donc les simulations électrothermiques, simulations thermomécaniques, parce qu'il y a effectivement, si vous faites du fruitage à froid, si vous faites du fruitage à chaud quand vous allez faire votre module de puissance, si vous avez utilisé tel type de laminé par rapport à un autre, vous allez avoir des impacts qui vont être considérables sur votre module in fine. Donc il y a tout ce cycle et ces outils
qui sont mis en place hein, et qu'on transfère vers nos industriels. Donc on accompagne les industriels pour adopter ces outils pour aller plus vite. Typiquement, on a fait un convertisseur pour une alimentation UPS dans un data center. Et le premier shot, on était full spec sur notre convertisseur qui est sorti pour l'industriel. Ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on va... Il y a les composants SIG, GAN, qui ont leurs caractéristiques qui viennent de la datasheet. On va aller faire le jumeau numérique, jumeau numérique c'est un grand mot, mais on va caractériser dans tous les coins ces différents composants, dans nos différents avec nos outils, avec toutes les caractéristiques que vous connaissez, les moyens de les caractériser. Et on va rentrer tous ces modèles dans d'autres jumeaux numériques pour émuler le système complet dans son ensemble, donc pour être le plus déterministe possible par rapport au convertisseur fini. Et puis il y a d'autres outils et d'autres astuces encore pour aller plus vite et être prédictif par rapport à l'utilisation de ces composants. Des exemples qu'on a eus, que je peux divulguer parce qu'il y a pas mal de projets confidentiels, je ne peux pas montrer ici, mais là c'est pour redonner quelques secteurs d'activité sur lesquels on travaille. Donc il y avait tout ce qui était conversion directe, ACDC pour l'USB Power Delivery, donc monter jusqu'à 100 watts. Si vous voulez monter ça jusqu'à 100 watts sur une prise qui est dans un mur, dans un bâtiment, il ne faut pas dégager plus de 2 watts, sinon le bâtiment peut prendre feu. Donc ça veut dire qu'on a plus de 98% de rendement sur le convertisseur dans son ensemble, et qui doit évidemment être tout petit. Mais ça, c'est un projet qu'on a mené il y a déjà quelques années. Ça, c'est une alimentation pour la data center, donc, qui a été fait à l'époque avec la startup Hexagon, qui a été rachetée depuis par ST Microelectronics. Donc là, c'était une alimentation à 1,5 kW avec une architecture assez classique, mais qui utilisait pour la première fois ces composants GAN sur ce type d'application. Ça, c'est un pilotage de moteur, un projet européen. C'était le pilotage d'un moteur hexaphasé, toujours avec des composants GAN. Et l'enjeu, c'était la parallélisation des composants GAN. Donc, parce que, comme vous savez, comme certains le savent, mettre en parallèle des composants GAN, c'est pas gagner d'avance, parce que justement, s'il y en a un qui prend tout le courant par rapport à son petit copain qui est à côté, il y a tout qui casse. Donc l'enjeu, c'était d'avoir un pilotage très précis de chacun des modules GAN qui était sur ce convertisseur. Là, c'était un convertisseur 100 kW sur un pack batterie 400 volts. Je suis honnête, c'était pas du 800 volts. Donc c'était du 400 volts et on pilotait donc à 99% de rendement. C'était un moteur hexaphasé à 20 kHz. Ça, c'est un convertisseur qu'on a fait sur une pile à hydrogène. Donc c'est le step-up converteur. Donc la pile à hydrogène sort entre en gros 270 volts. Il fallait monter pour alimenter un pack batterie 800 volts. Donc on a fait ce step-up converteur, un DC-DC. L'enjeu là, c'était plutôt des enjeux de tenue en température et tenue sur mécanique. Il y avait beaucoup d'enjeux mécaniques pour aller coller ce convertisseur sur la pile à hydrogène, la pile à combustible. Ça, c'est de nouveaux développements, plutôt qui sont des recherches plus amont. C'est ce qui VHF converteur, c'est ce qu'on appelle le déconvertisseur à self-air, donc des inductances à air, pour éviter le noyau ferromagnétique à l'intérieur de l'inductance. Et là, on monte jusqu'à 30 MHz de conversion, de fréquence de conversion pour faire ce type de convertisseur. Aujourd'hui, on est sur des petites puissances de mémoire, on est plutôt sur du 100 watts, 100, 200 watts. Mais l'idée, c'est de monter plus haut en puissance avec ce type d'architecture. Là, à nouveau, c'est réduire les passifs qui sont encore ça. Une autre architecture qui est assez intéressante, c'est le Multi-Active Bridge. On travaille depuis quelques années sur le DAB, Dual Active Bridge, qui a la beauté de pouvoir être réversible. Typiquement, dans un chargeur de véhicule, où vous voulez charger votre véhicule d'un côté et vous voulez aussi pouvoir alimenter le réseau dans l'autre sens. Le DAB, on peut le faire avec d'autres architectures évidemment. Le DAB par nature, on l'a rendu réversible. Le gros enjeu du DAB, c'est le contrôle numérique. On simplifie finalement la puissance, c'est simplifié entre guillemets, mais elle est simplifiée par contre tout ce qui est boucles de contrôle sont très compliqués. Donc on introduit énormément de numérique dans ces nouveaux convertisseurs pour les piloter, et le MAB, c'est encore une autre paire de manches. Le MAB, l'idée, c'est d'être multi-tension d'entrée et multi-courant d'entrée avec des sorties multiples avec un noyau commun sur le transformateur. C'est l'idée. D'être un peu plus versatile par rapport aux demandes et aux différentes tensions qui seront demandées selon les applications.
juste un mot sur Sigma Cells, alors c'est pas pour faire de la pub de ce qu'on a développé au CEA, c'est juste pour vous donner une tendance aussi, que vous soyez au courant sur ce qu'on appelle les batteries commutées. Le principe, vous oubliez tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, et le point, c'est aujourd'hui, un pack batterie, en gros, il sort 400 ou 800 volts, et derrière, vous connaissez tous, on met un onduleur, je fais du APW, pardon, et j'achète la fréquence et je génère mon sinus qui va bien derrière pour aller piloter le moteur. Ça, c'est l'architecture classique, et du côté chargeur, c'est la même chose, on convertit l'alternative en continu. Là, l'idée, c'est de se dire, bah, finalement, j'utilise le fait qu'un pack de facto soit multicellule. Typiquement, dans une Tesla, on a jusqu'à 3000 cellules. Chez Renault, ça va être pareil, et faire un plus ou moins gros. On a plein de cellules et se dire, bah, finalement, j'utilise cette dichotomie pour générer ma tension sinusoïdale en utilisant les cellules qui sont à l'intérieur du pack. Typiquement, je mets tout en parallèle, j'ai 3,6 volts, j'en mets deux en série, j'ai 7,2, etc. Je monte jusqu'à la tension souhaitée en sortie. Et je génère mes sinus, mes tensions continues, etc. en sortie. Et de la même manière, je prends la tension en réseau pour aller charger mon pack batterie. Il y a plein d'avantages. S'il y a une cellule qui est morte, je la sors du système. Si la capacité de charge elle est du même niveau que la capacité de l'onduleur, typiquement, si j'ai dimensionné mon onduleur pour faire 100 kW, ben, je suis capable de changer directement, de facto et de manière gratuite, 100 kW sur mon pack batterie. J'augmente les durées de vie, etc. Il y a à peu près, on a plus de 20 brevets sur le sujet. J'en parle aujourd'hui. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a développé depuis 2011, qu'on a transféré vers les industriels, Vitesco à Toulouse, dans le monde automobile, on l'a transféré par ailleurs aussi. C'est quelque chose, on voit de plus en plus de publications et de brevets qui arrivent sur la planète là-dessus, donc au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Australie, notamment sur tout ce qui est stockage stationnaire. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est une lame de forge qui arrive, qui sera adoptée plus ou moins vite, mais en tout cas, voilà, on a ce techno et bienvenue pour travailler avec nous là-dessus si ça vous intéresse. Des points pour terminer sur tout ce qui est convertisseur de puissance, on travaille de plus en plus sur tout ce qui est maintenance prédictive. Donc c'est anticiper et faire en sorte que mon convertisseur de puissance puisse durer plus longtemps en anticipant son vieillissement. Donc je vais monitorer de facto des accès à certains paramètres que je vais avoir de manière gratuite, typiquement l'évolution du VTH du transistor, et d'autres paramètres qu'on pourra avoir, des paramètres secondaires que je vais avoir sur mes différents éléments du convertisseur de puissance, que je vais monitorer, donc ça m'amène des datas que je vais monitorer, et puis vu qu'on a dans la tête, en gros, on sait comment ils doivent évoluer, comment ça anticipe le vieillissement, potentiellement, soit ça avertit l'utilisateur final en disant attention, tu vas avoir une panne ici, enfin il y a un problème qui est en train d'arriver, soit je réajuste son mode de fonctionnement, ses plages de fonctionnement pour qu'il dure plus longtemps dans son système. Et on a une approche qui est assez originale, qui s'appuie, c'est Physical Informed Machine Learning, c'est au lieu que le réseau de neurones s'appuie uniquement sur des datas, et les datas c'est un peu l'enjeu pour faire de la maintenance prédictive, il va s'appuyer sur toutes les informations physiques qu'on aura du système. Donc on aura des données attendues par le jumeau numérique du convertisseur, et ça va alimenter mon réseau de neurones pour dire je suis en train de dériver par rapport au modèle physique que j'avais construit sur ce convertisseur. Donc ça fait la juxtaposition entre les datas et le modèle numérique. Enfin, je fais simple avec les mains, c'est un peu plus compliqué si on parle avec les experts, mais c'est un peu l'idée. Je le disais en introduction sur le besoin sur les point of load, donc les data centers. C'est un moyen de se diversifier et c'est un gros enjeu qu'on voit arriver. Et j'étais la semaine dernière à Embedded World à Nuremberg sur les gens qui font, il y avait les Nvidia, AMD, Qualcomm, etc. Donc il y a des alimentations qui sont de plus en plus demandeuses. À l'époque, quand j'étais jeune, on faisait des applications de processeurs, quand ça consommait 10 watts, c'était le bout du monde. Aujourd'hui, on a des corps de calcul, et avec je vois sourire, qui peuvent demander jusqu'à 1000 watts, 1000 watts, voire 5 kW sur des cœurs de calcul pour alimenter, pour piloter ces réseaux de neurones et cette intelligence artificielle sur des points précis. Donc ça veut dire qu'il va falloir les alimenter. Donc mine de rien, si on veut faire du 5 kW sous 1 volt, on est à 5000 ampères. Donc c'est juste gigantesque. Et ça, il multiplie 10 000 cartes dans des data centers. Donc il faut quasi une centrale nucléaire à côté d'un data center pour les alimenter. Donc vous comprenez le point dur aussi, et les enjeux qu'il y a sur les convertisseurs de puissance, parce que tous les points de rendement gagnés, c'est des mégawatts d'énergie qui sont économisés autour du data center.
Donc on travaille là les enjeux, donc ça c'est une architecture assez classique, on convertit du 10 000 volts ou du 220 volts vers du 48-12 volts, et ensuite il y a tous les point of load, donc le 0,8, 1,2 pour alimenter les mémoires, c'est pas du 0,5 maintenant sur les nouvelles générations et du coup ça va être mettre ce genre de convertisseur proche des cœurs de calcul. Donc là il y a des enjeux, on revient sur les enjeux de packaging, de hybrid bonding, de technologies qui sont adaptées par rapport à ça, et est-ce que finalement l'architecture, je fais de la conversion directe de 101 vers ces points de load, ou alors est-ce que je passe par des étages intermédiaires, est-ce que je fais un convertisseur complet, etc., etc. Donc là, voilà, c'est tous ces enjeux-là qui sont pris en compte pour adresser ces points-là d'ici quelques années. Mais aujourd'hui, la part belle du lion se fait par rapport aux gens de la microélectronique, hein, évidemment, DST, Infineon, Analog Device, etc., qui alimentent ce genre de circuit. Mais il y en a d'autres qui viennent du monde, qui ne sont pas purement de la microélectronique, qui commencent à se pointer sur ce genre de marché. Et Euh, donc, deux événements qu'on organise avec Sandra. Le premier à Pessim, donc on sera à PCIM donc au mois de mai, début mai, avec des stands qui représenteront les différents travaux du CEA sur l'électronique de puissance. Donc c'est le salon, c'est un peu la mecque de l'électronique de puissance autour de la microélectronique. Et on a nos Leti Innovation Days à Grenoble, donc vous êtes plus que bienvenus entre le 17 et le 19 juin de cette année, où là vous aurez un aperçu de tout ce qu'on fait au Leti. Et on organise un workshop dédié sur l'électronique de puissance le 19 juin, avec des acteurs qui viendront justement du data center, des acteurs qui viendront des designs spécifiques pour alimenter ces data centers, et puis des technologues aussi qui seront présents pendant ce workshop. Donc bienvenue, notez-le dans vos calendriers sur soit à Nuremberg, soit au Leti et aux deux. Et puis en attendant, n'hésitez pas à contacter Sandra qui est sur place ici à Nantes pour prendre les points, ou moi-même sur Grenoble autour de l'électronique de puissance.